Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le 19h de Public Sénat et à la une ce soir, bonne surprise pour le gouvernement. Alors que les chiffres du chômage viennent de tomber, le nombre de demandeurs d'emploi reste stable. Seules 300 personnes se sont inscrites à Pôle emploi en décembre. Le gouvernement va-t-il réussir son pari d'inverser la courbe du chômage? François Hollande y croit. Débat sur ce plateau avec nos invités et notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud. La riposte à la manif des anti-mariages pour tous se prépare. Dimanche, les partisans du projet défileront à Paris. Pour l'instant, on ignore si la mobilisation sera à la hauteur de celle des opposants. En tous les cas, chaque camp espère peser sur les débats qui vont débuter mardi à l'Assemblée nationale. Au Sénat, les couteaux s'aiguisent contre le cumul des mandats. François Rebsamen, le sénateur-maire de Dijon, s'en est pris cette semaine à la démagogie et au populisme des partisans du non-cumul. Y aura-t-il une majorité de gauche sur ce texte? Les explications de Tam Tranui à la fin de ce journal. Bonsoir à tous. On s'attendait à une dégradation violente de la situation de l'emploi. Surprise, le nombre de chômeurs reste stable, même s'il reste en hausse depuis 20 mois. Jérôme Rabier. Pour 2013, François Hollande veut inverser coûte que coûte la courbe du chômage. Tout le monde s'accorde à dire que cet objectif est ambitieux, mais les chiffres du mois de décembre 2012 peuvent susciter l'optimisme. Il y a en effet eu une relative stabilité du nombre de chômeurs, moins de 300 demandeurs d'emploi supplémentaires étant inscrits en catégorie A à Pôle emploi pour le dernier mois de l'année dernière. Un chiffre qui porte à 3 132 900 le nombre de chômeurs sans aucune activité fin 2012. Une bonne nouvelle qu'il faut toutefois relativiser, puisqu'il s'agit du 20e mois consécutif de hausse, même si cette dernière est très faible. L'année 2012 est aussi la première de l'histoire à avoir vu les effectifs de chômeurs constamment augmenter chaque mois. Ce matin, le ministre du Travail, Michel Sapin, confirmait d'ailleurs que le combat pour l'emploi était loin d'être gagné. La bataille contre le chômage, elle ne se gagne pas en un mois, elle se gagne sur la durée. Oui. Et cette ardente obligation, c'est de faire en sorte qu'au cours de l'année 2013, nous remportions la bataille du chômage et nous allons la remporter. Oui. Pour remporter cette bataille, le gouvernement mise sur de nombreux leviers, emploi d'avenir, contrat de génération, accord syndicat-patronat sur l'emploi ou encore pacte de compétitivité. Un arsenal de mesures qui doit limiter l'impact d'une croissance attendue comme faible pour 2013. François Hollande sait en tout cas qu'il sera jugé sur ce sujet, l'emploi restant la préoccupation principale des Français. Alors comment réussir le pari d'inverser la courbe du chômage? On en parle ce soir sur ce plateau avec nos invités. Juliette Méadel, donc vous êtes secrétaire nationale au PS en charge des questions industrielles. Jean-Louis Gombaud, notre chroniqueur, et Christian Cambon, sénateur UMP du Val-de-Marne. Bonsoir à tous les trois. Jean-Louis, une première réaction. C'est une surprise, cette stabilité relative. Comment l'explique-t-on? Alors effectivement, c'est un mois rose qui termine une année noire. Malheureusement, un seul mois ne peut pas dépeindre sur une couleur aussi noire que nous avons sur l'année 2012. Le chômage augmente de 300 000. Disons que c'est un mois rose parce que le chômage augmente de l'ordre de 1000 personnes par jour. Et là, pendant le mois de décembre, il a augmenté de 10 personnes par jour. Donc effectivement, ça pourrait laisser entendre une inversion brutale. Alors il faudrait regarder, décortiquer un peu les chiffres. Combien y a-t-il de radiation? Il semble qu'il y en ait eu un petit peu plus au mois de décembre. Des entrées en stage, en formation, tout ceci permet de dégonfler. Permet n'est pas la bonne expression parce que ça voudrait dire que c'est manipulé, mais il qu'on a un accident, disons, positif, intéressant pour décembre. Alors, pour l'année 2013, qu'est-ce qui va se passer? Il y a trois aspects. Il y a le problème démographique, il y a le problème politique, il y a le problème économique. Le problème démographique, c'est évidemment l'augmentation de la population active qui va augmenter, je compte évidemment, les départs à la retraite qui vont être plus nombreux en 2013 grâce à l'assouplissement de la réforme des retraites de M. Hollande par rapport à la réforme de M. Sarkozy. Ça va être à peu près 120 000 personnes de plus à qui il va falloir trouver du travail. Par rapport à ça, il y a des mesures qui ont été prises, le contrat de génération qui vient d'être voté à l'Assemblée nationale, le contrat d'avenir. On en parlera un petit peu plus tard. Avec ces deux mesures, vous annulez à peu près les 120 000 d'augmentation de la population active. Alors il y a ce troisième facteur qui est l'aspect économique, les structures économiques. Et là, nous sommes quand même à un rythme de 40 000 suppressions d'emplois par trimestre, ce qui nous fait à peu près pour l'année, 4 x 4, 16, 160 000, 170 000. Donc à la fin de l'année 2013, nous aurons, comme le prévoit l'UNEDIC d'ailleurs, de l'ordre de 170 000 chômeurs de plus, si tout va selon les mathématiques, ce qui fait qu'effectivement, le chômage aura augmenté quand même moins vite
en 2013 qu'il aura augmenté en 2012. Juliette Médel, une réaction, c'est un soulagement, même si on vient de le voir avec Jean-Louis Gombault, il y a certains chômeurs qui ont été radiés de Pôle emploi dans ce chiffre. Alors, un soulagement, on ne peut pas considérer qu'une simple tendance tout petit peu à la baisse sur un mois va changer la tendance annuelle. Donc je crois qu'il ne faut pas non plus tirer des conclusions trop rapides. Moi, ce que je vois là, et ce qui est très intéressant, c'est qu'on est dans une période évidemment de mutation industrielle et économique, et que le gouvernement a mis en place simultanément, et finalement en assez peu de temps, 3 outils qui sont des outils majeurs, à court terme et à moyen terme. L'emploi aidé, avec évidemment les dispositifs d'emploi d'avenir pour les jeunes, et puis le contrat de génération. Et ça a un impact immédiat, puisqu'on a vu que le texte a été voté à l'Assemblée nationale, vient d'être voté en première lecture. Je vais faire réagir Christian Cambon, et après justement on verra un reportage sur ces emplois d'avenir. Christian Cambon, ce matin, Michel Sapin, le ministre du Travail, expliquait que la bataille du chômage ne se gagne pas en un mois, mais sur la durée. Ces chiffres lui donnent raison ce soir ? Écoutez, je crois qu'en tous les cas, de la part du ministre, c'est une lucidité de bonne aloi. Car comme il l'a dit, et comme Jean-Louis Gombault vient de le dire, c'est pas sur un mois, c'est un événement statistique. Et derrière l'événement statistique, il convient de décrypter les tendances lourdes. Les tendances lourdes vont quand même dans le sens de la dégradation de l'emploi, du fait de la crise et du fait, de notre point de vue, d'un certain nombre de mesures qui ne donnent pas beaucoup de confiance aux chefs d'entreprise et singulièrement aux chefs de petites et moyennes entreprises qui, je rappelle, créent plus de 90% des emplois. Et donc, il n'y a pas de signe pour l'instant favorable de notre point de vue. Il y a des mesures qui ont été prises. Tous les gouvernements ont pris des dispositifs de contrats aidés. Et je pense effectivement que nous avons une difficulté avec la formation des jeunes. Mais je pense qu'on est loin du compte et le président de la République a encore beaucoup à faire pour tenir son engagement d'inverser la courbe d'ici la fin de l'année. Alors justement, vous venez d'en parler tous les trois, pour endiguer la hausse du chômage. Le gouvernement mise entre autres sur les emplois d'avenir. Leur création a été votée par le Parlement à la fin de l'année 2012. Déjà plus de 4000 jeunes ont bénéficié de ces emplois aidés. Une véritable aubaine pour ceux qui sont sans qualification. Cécile Sixou et Alexandra Colino. Fadima a commencé son contrat début janvier au service d'admission de l'hôpital Necker à Paris. Vous êtes passé à la caisse avec la mutuelle et la carte vitale? Ouais. Non. Ah, vous n'êtes pas passé? Il y a 15 jours, elle ne connaissait rien du poste. Ses collègues et son supérieur l'ont formée sur le tas. Chaque soir, elle fait le bilan de son apprentissage avec son tuteur. C'est quelqu'un qui s'est d'emblée totalement investi dans son travail, qui fait preuve de capacité, de compétences auxquelles on ne pouvait absolument pas présager au tout début. Honnêtement, je suis bien. Pour moi, l'emploi à venir, c'est une grosse opportunité pour les jeunes comme nous qui ont du mal à trouver un emploi. L'hôpital envisage d'ailleurs de la titulariser dès la fin de son contrat. Je me présente, je m'appelle Saïd, je travaille pour l'association Ville et Musique du Monde. À 26 ans, Saïd fait partie du premier convoi d'emploi d'avenir signé dans le domaine de la culture. Après avoir enchaîné des contrats précaires, il met beaucoup d'espoir dans ce nouveau travail. C'est une sécurité, on sort de la précarité des 6 mois renouvelables. Du coup aussi l'apport que ça a par rapport aux formations. C'est-à-dire que quand on est embauché sur 3 ans, on a le temps de voir venir. Parrainé par Aurélie Filippetti en personne, Saïd est fier. C'est quand même pas tous les jours qu'on rencontre la ministre et du coup qu'on est parrainé par une ministre. Dans les couloirs de l'association aussi, on apprécie la venue de ce jeune arrivé à point nommé. Nous avons embauché Saïd à un moment où on a créé un nouvel événement. L'arrivée de cet emploi d'avenir était un point nommé pour venir nous accompagner dans ce développement. Fadima et Saïd ont trouvé leur place. L'avenir dira si ces emplois seront pérennes. Alors Jean-Louis Gambon, on vient de le voir dans ce reportage, le gouvernement mise énormément sur ces contrats aidés, les emplois d'avenir. Il y a aussi les contrats de génération qui vont être d'ailleurs discutés en séance au Sénat début février. Est-ce que ça va suffire? Non, ça ne peut pas suffire, bien entendu, mais ça peut, je dirais, assouplir, ça peut freiner. Il y a 100 000 emplois, ça vient d'être dit, d'avenir. Le gouvernement tape sur 50 000 contrats de génération une fois que ce sera voté. L'INSEE nous parle plutôt de 15 000 contrats de génération. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Entre les contrats d'avenir et les contrats de génération, on peut annuler l'augmentation de la population active. Cela dit, il y a des réserves budgétaires. Alors, le problème, c'est de savoir comment va évoluer la conjoncture en 2013. Elle ne va pas évoluer de manière favorable. Donc, si on veut absolument maintenir nos 3%, mais la réserve budgétaire est là pour
gonfler peut-être un peu plus les contrats aidés au cours de l'année 2013, au cas où ça se dégraderait. C'est ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy d'ailleurs à la fin de son mandat. Voilà, exactement. Ça se dégraderait sérieusement. Mais disons, l'aide à l'emploi ne peut pas remplacer la dynamique économique, bien entendu, ce que démontre l'expérience. Vous confirmez la présence de cette enveloppe budgétaire qui pourrait aider justement de nouveaux contrats aidés si les effets tardent à venir? Ce qui est très important, c'est que les contrats aidés, c'était la terminologie qui avait été mise en place, notamment sous Nicolas Sarkozy. L'ampleur des contrats d'avenir ou contrats de génération. Voilà. À l'époque, c'était 360 000 contrats aidés en 5 ans, sous la droite, et avec un ciblage qui est beaucoup moins efficace que celui qui est mis en place là, parce que là, le problème du chômage en France, c'est les jeunes et les seniors. 25% de jeunes au chômage, et on sait les difficultés pour les seniors au chômage à retrouver un emploi. Donc là, la mesure est très intéressante sur les contrats de génération, puisqu'on vise les jeunes, avec un accompagnement pour les seniors, avec 1 million en tout d'emplois qui seront créés et sauvés au bout des 5 ans. Donc, vous voyez, 360 000 d'un côté, 1 million de l'autre, on n'est pas du tout dans la même ampleur, avec un effet qualitatif important. Et sur les emplois d'avenir, ce qui est intéressant, c'est 150 000 sur 5 ans pour les jeunes qui ne sont pas bien qualifiés. Et on sait que le problème des jeunes aujourd'hui, c'est l'absence de qualification à la hauteur de la demande du marché du travail. Donc, on a vraiment 2 mesures, mais j'insiste sur le fait que ce sont des mesures d'urgence, c'est ce qu'on appelle le traitement social du chômage, mais je peux vous dire que ça a un impact sur les courbes, et que ça a un impact pour toutes les familles qui en bénéficient. Je vais faire réagir Christian Cambon. Contrat de génération, contrat d'avenir sont des mesures efficaces. Oui. Vous parlez de la situation difficile des PME, ça a fait l'objet d'un débat cette semaine au Sénat. Écoutez, une entreprise, j'ai été responsable de PME pendant 25 ans. Une entreprise, elle crée des emplois quand ses carnets de commandes sont remplis. Je ne connais pas d'autres méthodes pour créer de l'emploi dans une entreprise petite ou moyenne. Or, actuellement, on est dans une situation de matraquage fiscal déjà mise en place et annoncée, et les gens anticipent ce genre de choses. Et les chefs d'entreprise anticipent. Donc ça, c'est une première chose. Deuxièmement, il y a eu de notre point de vue des signaux assez défavorables. On a parlé de nationalisation. Ça ne donne pas des signes aux investisseurs étrangers très positifs pour venir s'implanter. Or, l'investissement étranger en France est aussi un élément de création d'emplois très important. Donc, nous sommes d'accord sur le traitement social du chômage. Tous les gouvernements en ont fait. Moi, j'ai vu les emplois jeunes. Vous savez, dans ma commune, il y en avait un malheureux jeune qui était à l'entrée de la poste. Il disait pour les dépôts, c'est à droite, pour les retraits, c'est à gauche. Vous ne rêvez pas de cela pour votre enfant. Donc je pense qu'il faut insister sur la formation, insister sur le développement de l'apprentissage, des formations en alternance, car il est quand même invraisemblable que 150 000 jeunes qui ne trouvent évidemment pas d'emploi, puisqu'au sortir de l'éducation nationale, ils ont des difficultés à lire, à écrire, à compter. C'est un problème que nous traînons depuis des années. N'oubliez pas que nous avons près de 400 000 emplois qui ne trouvent pas preneur, faute de formation. Déjà, occupons-nous de ces emplois. Vous voyez, alors, on a parlé donc de ces contrats aidés, contrats de génération, contrats d'avenir. Il y a également les mesures contenues dans le pacte pour la compétitivité. Là, justement, ça doit jouer justement sur la conjoncture. Est-ce que ces mesures sont de nature à rassurer les entrepreneurs et à relancer la croissance ? Elles vont fournir un accompagnement. La banque d'investissement peut effectivement, la BPI peut apporter des éléments à des entreprises qui ont effectivement beaucoup de difficultés à se faire entendre par le système bancaire. Moi, je l'ai connu et de nombreuses entreprises dans mon département du Val-de-Marne connaissent ces difficultés partout ailleurs. Mais si vous voulez, encore une fois, la croissance, c'est pas là. Le moteur de la croissance, c'est pas comme ça. Quand on regarde ce qui se passe en Allemagne, qui ne connaît pas le chômage que nous connaissons, on est confronté à un tout autre dispositif. Et nos amis européens nous regardent toujours un petit peu avec étonnement, avec toujours ces dispositifs où l'État, qui n'en peut mais, à cause de ses dettes, va encore trouver de l'argent pour mettre en place ces contrats. Alors où est-ce qu'il est, le moteur de la croissance, Christian Cambon ? Où est-ce qu'il est ? Moi, personnellement, nous pensons que déjà le matraquage fiscal, si vous retirez de l'argent de votre porte-monnaie, c'est de l'argent que vous ne consommez pas. Prenez l'exemple de l'automobile. On est en train de voir une hécatombe dans l'industrie automobile. Mais pourquoi les gens n'achètent pas d'automobile ? C'est effectivement parce qu'ils n'ont plus tout à fait les moyens. Je ne peux pas laisser dire ça. Pardonnez-moi, monsieur le sénateur. Je voudrais juste qu'on revienne. Ne mélangeons pas juste tous les sujets. Il y a un sujet, là, aujourd'hui, qui est la question du chômage. Ils sont liés, quand même, les sujets. Parce qu'aujourd'hui, sans croissance, pas d'emploi. Absolument. Sur la question du traitement du chômage, quand vous êtes au gouvernement et que vous devez d'abord traiter les situations d'urgence, et on sait à quel point le chômage, malheureusement, s'est creusé sous l'ère du précédent gouvernement, il faut traiter d'abord les situations d'urgence. Donc les situations d'urgence, c'est être capable de donner demain, et c'est ce que fait le gouvernement, un emploi à des jeunes qui sinon sortent du marché du travail, en sont exclus, et un emploi également aux pères et aux mères de famille qui ont
Il y a des familles à nourrir. Donc, d'abord, on traite ça. Ensuite, et c'est là que j'en viens à un point qui est très important qu'on n'a pas encore évoqué ici, sauf M. Gombaud, c'est les réformes de structure. Qu'est-ce que c'est une réforme de structure? On améliore le fonctionnement du marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on donne plus d'agilité aux entreprises pour qu'elles arrivent à embaucher plus facilement et pour que le salarié puisse lui aussi s'adapter à l'aléa conjoncturel et économique. Sous l'ère du précédent gouvernement, il n'y a eu aucune réforme de structure. Ça veut dire vous pensez que l'accord qui a été signé sur la sécurisation de l'emploi va permettre justement de travailler à améliorer le marché du travail? Sous le précédent gouvernement, et c'était pourtant une recommandation de toutes les organisations internationales, on doit améliorer le marché du travail français. On ne l'a pas fait. On n'a même pas amélioré le dialogue social, au contraire. Donc là, moi, ce que je vous dis, c'est qu'à long terme, et c'est là que la réforme est bonne, on a cet accord pour l'emploi. Encore faut-il qu'il soit voté par les parlementaires, ça viendra en avril attendez, il y a au Parlement. Une confiance qui a été faite aussi à ce gouvernement sur le dialogue social. Et là, ce que je trouve très positif, et monsieur le sénateur, vous me rejoindrez là-dessus, c'est que nous avons donné plus de souplesse aux entreprises. Nous avons permis aussi aux entreprises de mieux former les salariés, et c'est quand même une première, le MEDEF et les représentants des salariés se sont mis d'accord sur quoi? Pas toutes les organisations syndicales. C'est vrai, mais au moins celles qui je vais répondre rapidement Christian Cambon parce que le débat touche malheureusement à sa fin. Est-ce que l'accord sur la sécurisation de l'emploi qui a été signé va permettre d'améliorer déjà deux syndicats importants ne le signent pas. Moi personnellement, je suis tout à fait pour le développement du dialogue social et je crois que le précédent gouvernement et tous les gouvernements. Vous auriez préféré une situation de blocage? Non, mais bien sûr que non, mais absolument pas. Moi, vous savez, je souhaite et je l'ai dit publiquement, je souhaite que ce gouvernement réussisse parce que nous aimons tous la France, quelles que soient nos sensibilités. Merci en tout cas à tous les trois. On aura l'occasion de revenir plus amplement. Et qu'on pense aussi à l'allègement des charges des entreprises, parce que ça, c'est quand même un élément important. Merci beaucoup à tous les trois. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Après la mobilisation massive des anti-mariages pour tous le 13 janvier dernier, les défenseurs du projet de loi vont battre le pavé parisien dimanche. Objectif, ne pas laisser la rue aux opposants 2 jours avant l'arrivée du texte à l'Assemblée nationale. Reportage de Flora Sauvage. Là, on sera probablement moins que les opposants, mais... Les opposants, ce sont ceux qui sont descendus dans la rue le 13 janvier dernier contre le projet de loi de mariage pour tous. Ce dimanche, les partisans du projet espèrent rassembler un maximum de personnes dans les rues de la capitale. C'était très important de ne pas laisser la rue uniquement aux opposants et donc d'avoir cet espace d'expression pour dire que la société dans sa diversité soutenait... en tout cas cette égalité, soutenait ce projet de loi, soutenait la reconnaissance de toutes les familles, de tous les couples et de tous les enfants qui grandissent dans les familles homoparentales. Même s'ils affirment ne pas vouloir entrer dans la guerre des chiffres, les partisans du projet de loi battent le rappel. Objectif, faire mieux qu'à la manifestation du 16 décembre. Au siège de cette association, on déplore certains propos qui ont été tenus. Il y a de l'homophobie qui est véhiculée dans le cadre du débat. Quand on remet en cause la capacité de personnes homosexuelles à élever un enfant, quand on dit que les homosexuels peuvent être dangereux pour les enfants, dangereux pour la société, c'est quand même fondamentalement homophobe. Donc quand on pouvait le dire pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'était blessant, c'était embêtant, mais à la limite c'était pendant quelques mois. Là, ça commence à faire plus de 6 mois qu'on en débat, ça fait plus de 6 mois qu'on entend ces mêmes paroles. Ça devient épuisant pour les personnes homosexuelles. L'appel à manifester dimanche a été relayé par les syndicats, les partis politiques et les associations de défense des droits de l'homme. Le but, faire une démonstration de force 2 jours avant l'examen du texte à l'Assemblée nationale. Et ce soir, Frigide Barjot, la porte-parole des anti-mariages pour tous, a été reçue à l'Elysée par François Hollande. 30 minutes d'entretien au cours duquel le président de la République a réaffirmé sa détermination à faire adopter le projet. En revanche, les députés opposés au texte ne seront pas reçus par le chef de l'État. Une fin de non-recevoir dénoncée par les 217 parlementaires de l'Entente pour la famille qui voit là une forme de mépris. Il n'y a pas de risque d'enlisement de la France au Mali. Les objectifs fixés sont atteints et respectés. Déclaration du Premier ministre Jean-Marc Ayrault en marge d'un déplacement en Argentine alors que l'intervention Serval au Mali entame sa 3e semaine. Le point sur la situation avec Simon Barbary. Sur la route du Nord, les soldats maliens et français progressent. Depuis ce matin, les troupes sont à Ombori, à 920 km de Bamako, un point d'étape avant la ville de Gao, le prochain objectif au Nord Mali de l'armée française. Depuis le début du conflit, la région est la cible de frappes aériennes intensives, une condition sine qua non avant l'intervention terrestre des forces françaises et maliennes. En riposte, les djihadistes ont fait sauter le pont stratégique de Tassinga, bloquant ainsi l'avancée des forces de la coalition africaine en provenance du Niger.
Sur place, près de 2000 soldats français sont déjà déployés. 300 autres devraient les rejoindre dans les heures qui viennent. Ce matin, à Marseille, Jean-Yves Le Drian était avec eux. L'occasion pour le ministre de la Défense de rassurer les troupes sur la durée de l'intervention française. Le but pour la France, c'est pas de rester au Mali. Le but, c'est de faire en sorte que la souveraineté du Mali et son intégrité soient rétablies. Alors que la situation humanitaire se dégrade pour les populations civiles au nord du pays, une réunion d'urgence entre les chefs d'état-major ouest-africains aura lieu demain à Abidjan. Bonsoir Caroline Deschamps, Bonsoir, merci Delphine. d'être avec nous sur ce plateau. Alors on l'a appris cet après-midi, Twitter suspend le compte des islamistes somaliens, Shebab. Ce compte en anglais était régulièrement utilisé par les terroristes pour diffuser des communiqués, des photos et des vidéos. Alors comment expliquer une telle décision alors que les réseaux sociaux se veulent un lieu de liberté d'expression? Alors vous vous souvenez que Shebab avait publié sur Twitter la photo d'un soldat français tué lors de l'opération Commando pour libérer l'otage Denis Alex. Photo montrant le cadavre d'un homme entouré de ses armes et portant une croix autour du cou, une image postée à leurs 20 000 followers et qui avait été dénoncée par la France, Jean-Marc Ayrault qualifiant cette mise en scène de particulièrement odieuse. Mercredi dernier, ils avaient également publié une vidéo dans laquelle ils menaçaient d'exécuter des otages kényans cette fois. Alors aujourd'hui, le compte n'est plus accessible, c'est-à-dire que lorsque vous tapez sur Twitter HSM Presse, il est écrit ce compte est suspendu. C'est l'AFP, l'agence France Presse, qui a constaté cette suspension. Twitter, pour le moment, n'a pas précisé si la suspension était l'œuvre de ses propres équipes. Il faut dire que l'entreprise américaine est très attachée à la liberté d'expression, mais elle peut considérer que les Shebab n'ont pas respecté les règles de Twitter, comme par exemple l'interdiction de publier des menaces directes et spécifiques de violence. Alors il y a une autre option, ce n'est pas l'entreprise elle-même qui aurait suspendu le compte, mais en fait c'est un processus de modération des utilisateurs. En clair, vous pouvez signaler un compte comme un spam, et s'il y a un très grand nombre de tweetos qui font la même opération, le compte est alors suspendu. Alors, pas de réaction officielle du côté de Twitter. En revanche, est-ce que les Shebab ont réagi à la suppression de leur compte? Oui, alors ils ont réagi sur Twitter, sur leur compte en arabe qui lui est toujours actif. Oui. Les Shebab confirment donc la suspension de leur compte en anglais. Ils ironisent sur ce qu'ils considèrent, je cite, comme une nouvelle preuve de la liberté d'expression en Occident. Alors la bataille de la communication et la propagande sur les réseaux sociaux, on peut dire, n'en sont qu'à leurs prémices. Signe de la prégnance de ces nouveaux outils. Aux États-Unis, Hillary Clinton a annoncé il y a 2 jours que la diplomatie américaine entendait désormais répondre à la propagande et à Al-Qaïda via les réseaux sociaux. Donc Delphine, ça ne fait pas que gazouiller sur Twitter. Merci beaucoup Caroline Deschamps pour ces explications. Comme chaque vendredi, retour sur les temps forts du Sénat avec Nadia Belromari. Mardi, à Berlin, une délégation de 400 parlementaires a fêté les 50 ans du traité de l'Élysée qui a scellé l'amitié franco-allemande. L'occasion pour le président du Sénat de souhaiter une union économique et monétaire approfondie et de rappeler les efforts qui devront être faits pour la jeunesse. Mais c'est bien un discours européen et politique qui a été prononcé. Nous n'avons pas de raison de rester le couple dont on parle régulièrement. La famille doit s'agrandir, mais quand la France et l'Allemagne vont bien ensemble, je crois que c'est l'Europe qui se porte bien. Un couple franco-allemand qui se tourne aujourd'hui vers le social et l'écologie. Mercredi, le Sénat a organisé une table ronde sur la fiscalité écologique. La fiscalité écologique a pour finalité de modifier les comportements. Il se trouve qu'en modifiant les comportements et en taxant des produits qui sont nuisibles à l'environnement, un certain nombre de recettes fiscales peuvent être obtenues. La fiscalité verte peut impacter le pouvoir d'achat des ménages. Elle les touche davantage parce que la part de leur budget qui est consacrée aux dépenses énergétiques, aux dépenses de carburant, est plus importante que pour les ménages les plus riches. Du coup, le degré de popularité des nouvelles taxes, comme la taxe carbone ou encore la fiscalité essence diesel, est un facteur clé.
Mercredi, Olivier Schramek, le candidat désigné par l'Élysée pour présider le CSA, a passé son grand tour. Selon la Constitution, sa désignation doit, pour devenir définitive, obtenir le vote favorable du Parlement. Un feu vert qui n'était pas gagné d'avance. Vous avez été 5 ans le directeur de cabinet d'un Premier ministre de gauche. Est-ce que ça ne vous gêne pas d'avoir été désigné par le président de la République? Il vous sera rappelé régulièrement ce manque d'indépendance. Pas une fois en 5 ans, je ne suis intervenu, que ce soit pour répondre à une critique, pour suggérer une position, pour relayer une intervention. Jamais. Hier, il a officiellement pris les commandes du CSA en remplacement de Michel Boyon. Dès lundi, le Sénat examinera les propositions de loi de Jean-Pierre Sueur et Jacqueline Gouraud sur le statut de l'élu et le cumul des mandats. Objectif, élargir l'accès aux fonctions électives et garantir une indemnité aux élus. Comme tous les vendredis, Tam Tranui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Tam. Bonsoir Delphine. Alors cette semaine, le président du groupe socialiste ici au Sénat, François Rebsamen, a parlé de démagogie et de populisme à propos de l'une des promesses de campagne de François Hollande, à savoir le non-cumul des mandats. C'est une charge plutôt violente vis-à-vis du chef de l'État. Alors la question est simple, y aura-t-il une majorité de gauche ici au Sénat sur ce texte? Écoutez, rien n'est moins sûr Delphine, on est même à peu près certain du contraire. Il n'y aura pas de majorité au Sénat comme ça a été le cas pour 6 autres textes depuis la rentrée de septembre au Sénat. En effet, sont opposés au non-cumul le groupe RDSE, l'opposition, c'est-à-dire l'UMP et les centristes, mais aussi une majorité des sénateurs socialistes, 80 sénateurs sur 128 selon François Rebsamen. En revanche, une fois n'est pas coutume, les alliés rétifs habituels, les écologistes et les communistes sont eux favorables au non-cumul des mandats. Alors pour en revenir au groupe socialiste, eh bien, il se déchire actuellement sur ce sujet, un sujet d'autant plus épineux que le calendrier a été fixé cette semaine. Alain Vidalies, le ministre des Relations avec le Parlement, nous l'a dévoilé. Le texte doit être présenté en Conseil des ministres le 27 février, a priori, au plus tard le 6 mars, et le débat au Parlement doit se terminer au début de l'automne. Bref, la fronde s'organise d'autant plus qu'il y a urgence. Alors, est-ce que cette fronde a-t-elle une chance d'aboutir? On sait que c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Bien, a priori, oui, mais François Rebsamen garde un espoir. Pour lui, le cumul est spécifique au Sénat. On écoute son argumentaire. Moi, ma conviction pour l'intérêt de la qualité de la loi, du législateur, c'est qu'il est important que les sénateurs puissent conserver un mandat exécutif local. Vous soyez prêt à saisir le Conseil constitutionnel sur cette affaire? Ça, on verra. J'en suis pas là, mais de toute façon, si je le fais pas, d'autres le feront. Alors pourquoi ce projet de loi peut-il être contraire à la Constitution? Eh bien parce que tous les textes qui concernent le Sénat et son organisation nécessitent l'accord du Sénat, celui de l'Assemblée nationale ne suffit pas. Eh bien pour François Rebsamen, c'est clair, on est exactement dans ce cas de figure. C'est une loi organique relative au Sénat qui nécessite donc l'aval de la Haute Assemblée. Il n'est pas le seul à le penser, il y a également Jacques Mézard, le président du groupe RDSE au Sénat. Bref, la stratégie juridique est en place, mais n'allez surtout pas croire que le président du groupe socialiste en a après le président de la République. Il n'y a pas plus grand allié de François Hollande que François Rebsamen. C'est François Rebsamen lui-même qui nous l'a dit. Merci beaucoup Tam pour ces éclairages. Et puis ces dernières informations, ce qui concerne les rythmes scolaires, on vient de l'apprendre de la part de l'Association des maires de France. Les communes décideront ou pas si elles veulent que les nouvelles activités soient gratuites. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette 7e saison d'Un monde de bulles. Cette année, sans tabou, sans peur et sans reproche, on vous propose toute l'actualité du 9e art et des arts graphiques à travers évidemment les séries, mais aussi les auteurs, quels qu'ils soient, les blockbusters et les séries plus intimistes. On va vous faire découvrir ce 9e art tellement réputé et reconnu en France, en Europe, mais aussi dans le monde entier. Un monde de bulles, l'émission consacrée au 9e art. Ce soir à 23h sur Public Sénat.